Mais ce qu'il faut bien avoir en tête si vous choisissez de faire les choses à l'arrache, c'est que vous exposez quand même à un certain nombre de risques, surtout lorsque vous êtes un professionnel de l'immobilier. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marches absolument délirantes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est la MDB Academy, l'organisme de formation numéro 1 pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens en France. Dans cette vidéo, nous allons parler du problème des copropriétés et des biens en copropriété. On est parti. J'en profite avant qu'on démarre cette vidéo pour vous préciser, si vous n'êtes pas au courant, que nous avons ouvert en début d'année 2022 un compte Instagram. Donc si vous voulez aller voir des infos un petit peu exclusives, inédites, en tout cas c'est des choses qu'on ne publie pas sur YouTube, sur Instagram. Donc je vous invite à aller voir, on vous mettra le lien juste en description de cette vidéo. Et maintenant, on est parti pour de vrai. Une chose que vous devez réaliser si vous démarrez dans l'activité de marchand de biens ou que vous voulez démarrer dans l'activité de marchand de biens, c'est que le marchand est un professionnel de l'immobilier qui est soumis à un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes peuvent être de plusieurs ordres. Donc il y a déjà les contraintes un petit peu personnelles, puisque l'entreprise, ça va être vous, au final, quand vous allez vous lancer. Donc il y a tout le socle personnel. Ensuite, il y a toutes les contraintes réglementaires. Donc les contraintes réglementaires, ça va être tout ce qui est de l'urbanisme, du juridique, du droit privé. Toutes les contraintes réglementaires. Ensuite, on a les contraintes commerciales, donc de savoir à qui vous vendez, à quel prix, les calculs de renta, etc. Toutes les contraintes financières, donc le financement, la trésor, ce genre de choses. Les contraintes fiscales, donc savoir à quel régime vous appartenez et autres. Toutes les contraintes techniques, parce que quand vous allez visiter un bien, il se peut que d'un point de vue réglementaire, ça fonctionne, mais que d'un point de vue technique, ce soit impossible. Donc les contraintes techniques desquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. Et enfin, on a tout le montage opérationnel qui prend en compte, en fait, toutes les contraintes dont nous voulons parler à l'instant. La force d'un marchand de biens qui réussit, on va dire, la différence entre un marchand de biens qui réussit et un marchand de biens qui n'avance pas ou alors qui avance très lentement, c'est la capacité à jongler entre ces différentes contraintes et arriver plus ou moins à s'arranger avec les diverses contraintes auxquelles il est soumis. Maintenant, il faut comprendre que l'aspect réglementaire est souvent le plus contraignant. Donc c'est une des toutes premières contraintes, d'ailleurs en formation, c'est ce qu'on étudie en premier, c'est-à-dire l'urbanisme et le droit privé, puisque en général, c'est pas en général, c'est de toute façon, quand vous allez voir un bien, si d'un point de vue réglementaire, ça n'est pas faisable, eh bien vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est-à-dire si vous pensez faire une extension de maison et que la zone est inconstructible, ça ne sera pas possible. Si vous voulez diviser une parcelle de terrain à bâtir, vous êtes en zone naturelle, en général, ce ne sera pas possible non plus. Et également, on a tout ce qui est de droit privé, c'est-à-dire le droit de la copro, les cahiers des charges des lotissements. Et donc là aussi, il faut immédiatement aller voir. Et en général, si le règlement s'y oppose, eh bien, c'est très compliqué de pouvoir poursuivre dans son opération. Donc c'est la toute première chose qu'on étudie en général, c'est les contraintes réglementaires. Et donc dans cette vidéo, pour rappel, nous parlons du problème des biens en copropriété. Quel est le problème des biens en copropriété? Alors je vais sortir un instant de ce problème et vous raconter, vous expliquer que une des valeurs que nous promouvons dans l'entreprise, dans l'organisme de formation à la MDB Academy, c'est la liberté. C'est-à-dire que nous essayons le plus possible de promouvoir la liberté, en tout cas d'aider les membres de nos formations à accéder à la liberté qu'ils souhaitent, que ce soit une liberté financière ou une liberté en termes de temps et la liberté de faire ce qui les passionne. Or, un règlement, c'est-à-dire une contrainte réglementaire, est nécessairement une entrave à la liberté. Pourquoi c'est une entrave à votre liberté, notamment votre liberté d'entreprendre? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous achetez un bien en copropriété, eh bien, vous n'êtes pas maître chez vous, puisque c'est une copropriété, c'est-à-dire que vous n'êtes propriétaire que d'une partie, tout simplement, de cette propriété. On va prendre quelques exemples. Si jamais vous trouvez un appartement et qu'il vous intéresse pour faire une subdivision, mais que lorsque vous feuilletez le règlement de copropriété, on vous dit que la subdivision des lots est interdite. Et bien là, vous savez direct que vous ne pourrez pas réaliser votre projet. Autre cas de figure, si vous voulez changer une fenêtre. Je sais pas, vous avez une vieille fenêtre en bois, vous voulez la changer par une fenêtre en alu ou en PVC blanc, par exemple. Et bien là, normalement, c'est soumis également au vote de l'AG, de l'Assemblée Générale, et si jamais l'AG ne se réunit pas dans les mois qui viennent, eh bien vous allez devoir convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, ce qui va générer des frais et puis aussi des démarches à réaliser. Autre cas de figure, si vous voulez réaliser une ouverture dans un mur porteur ou, je sais pas, faire une ouverture en toiture, eh bien les murs périphériques, les murs porteurs ainsi que la toiture, dans une copropriété, sont considérés comme des parties communes, et donc vous aurez là aussi besoin d'obtenir l'autorisation de la copropriété pour faire ces travaux. Et là, il faut vous rendre compte que ça peut considérablement vous ralentir, voire même empêcher votre projet de voir le jour. Quand je dis ralentir votre projet, il suffit qu'il
il y ait un ou deux, soit une petite copro, qu'il y en ait un ou deux qui soient opposés à votre projet et qui veuillent absolument vous mettre des bâtons dans les roues, ils ont la possibilité clairement de vous faire traîner pendant des mois et des mois, voire des années. Et également, dans certains cas de figure, ça peut rendre le projet complètement infaisable. Et je vais vous donner un ou deux exemples. Là, il n'y a pas si longtemps, on a étudié avec mon frère une opération qu'on nous a présentée de subdivision d'appart. Donc c'était un appart d'à peu près 70 mètres carrés qu'on avait visité dans Lyon. Et on pouvait en faire trois grands studios, donc plus de 20 mètres carrés, avec des mezzanines, enfin quelque chose de quand même d'assez qualitatif. Et en fait, donc on a avancé, et il y avait une espèce de sas, enfin l'appart avait déjà été plus ou moins subdivisé, et en fait il y avait un espèce de sas, mais qui était après la porte d'entrée de l'immeuble. Donc on s'est dit, bon bah ok, le sas, il distribue les deux appartements, c'est dans les parties privatives de ce grand appartement, de ce lot qu'on achète, donc il n'y a pas trop de sujet. Et en fait, c'était pas tout à fait exact, puisqu'en épluchant le règlement de copro, on s'est rendu compte avec le notaire qu'en fait ce sas-là, il était considéré comme une partie commune de la copropriété, mais à jouissance exclusive des lots qui étaient à l'intérieur, en fait, au-delà de la porte d'entrée. Donc là, on se dit, bon, ok, c'est pas très grave. Et effectivement, si ça avait été une opération d'investissement locatif, ça aurait pas été très grave. Sauf que sur une opération d'achat-revente, c'est un vrai problème, parce que quand vous revendez des lots, il faut que ce soit nickel. Il peut pas y avoir de doute, ah, on sait pas trop, bon, bah, on s'arrangera, machin. Non, on s'arrange pas. Il faut que tout soit carré, il faut que tout soit bien nickel. Et là, en la matière, bah, on voit avec le notaire, on se dit, bon, bah, ok, on peut régulariser, mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est convoquer une AGE dans laquelle la copropriété va nous céder en fait cette partie commune à l'euro symbolique, donc ça va devenir une partie privative. Après, on fera un modificatif au règlement de copropriété pour redistribuer les tantièmes, etc. Bref, c'était pas quelque chose de très lourd, mais par contre, ça pouvait être quelque chose potentiellement de très long. Et après, c'est se farcir les copropriétaires, les trucs, donc c'est quand même des démarches à faire. Et en fait, là, nous, on a fait nos calculs, on va dire, nos décisions en notre âme et conscience. On a regardé un petit peu la rentabilité de l'opération, ce que ça pouvait générer en termes de travail, en termes de marge, et puis au final, on s'est dit, bon, bah, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que notre temps et notre énergie seront mieux investis dans une opération qui sera plus rentable. Autre cas de figure, il y a de ça un an à peu près, on avait visité une maison qu'un agent IMO aussi nous avait présenté. Donc on visite la maison et là il y avait un terrain à bâtir. C'était dans un ancien lotissement, donc on s'est dit bon bah il n'y a pas trop de sujet. En plus en face de la maison ça avait subdivisé, donc il y avait des terrains à bâtir qui avaient été détachés. Donc là pareil, on a regardé le PLU, tout ça, et on a fait notre offre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les strates de réglementaires, elles se superposent. Quand on a l'urbanisme, mais on a par-dessus ensuite le droit privé. C'est-à-dire que si l'urbanisme vous autorise quelque chose que le droit privé interdit, eh bien c'est toujours la règle la plus restrictive qui l'emporte. En la matière, le PLU autorisait, par contre, il y avait un cahier des charges, on s'en est rendu compte que très tard, quand on est allé en fait signer le compromis. En fait, il y avait toujours bien un cahier des charges dans ce lotissement, et qui interdisait la subdivision. Alors vous allez me dire, mais comment il se fait qu'en face ils aient divisé les terrains? Bah en fait c'était déjà considéré comme plusieurs lots. Donc en fait ils ont juste redistribué un petit peu les lots, ils n'ont pas subdivisé de lots. Pour ceux qui voudront faire les malins dans les commentaires et me dire ah mais le cahier des charges machin ça se périme, non, un cahier des charges c'est du droit privé, ça ne se périme pas dans le temps. On a vérifié depuis de nombreuses années, donc là-dessus il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. C'est le règlement de lotissement qui se périme au bout de 10 ans. Donc quand vous êtes dans ce cas de figure, et que vous êtes soumis à un règlement par exemple de copropriété, eh bien vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites les choses vraiment archi dans les règles, etc. Vous vous soumettez en fait à cette contrainte, ce qui va impliquer des délais substantiels, des coûts non négligeables, parfois des prises de tête à n'en plus finir. Et si vous en doutez, je vous invite à aller regarder certaines des vidéos que j'ai faites sur certaines des opérations qu'on a réalisées. Et donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous dites, bon bah ok, moi je fais les choses dans les règles, et il faut prendre en considération que vous allez avoir toutes ces problématiques de délai, de coûts et de dépenses d'énergie. Ou alors, vous dites, bon bah je m'assois un petit peu dessus et j'espère que ça va bien se passer. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête si vous choisissez de faire les choses à l'arrache, c'est que vous exposez quand même à un certain nombre de risques, surtout lorsque vous êtes un professionnel de l'immobilier. Alors que vous soyez en SCI, IR, IS ou avec une société de marchand de biens, eh bien vous allez être considéré comme un professionnel de l'immobilier. Et si un jour ça part en procédure, eh bien sachez que le tribunal aura un regard beaucoup plus critique sur la façon dont vous avez agi, puisqu'il considérera qu'en fait vous êtes un sachant, vous êtes un professionnel de l'immobilier et que vous n'avez pas agi, on va dire, par naïveté, au manque de connaissances, vous êtes quand même censé être informé. Donc si vous faites une simple rénovation, il n'y a pas trop de sujet, hein, dans une copropriété, c'est pas un problème, vous faites une rénovation intérieure, vous n'avez rien à demander à personne. Par contre, voilà, les projets de marchand de biens, réellement, ils sont en général plus complexes. Hein. La rénovation, c'est quand même pas c'est pas le cœur du métier de marchand de biens, la rénovation. On est plutôt sur de la division, de
la division d'appart, division de maison, revente d'immeubles à la découpe, division foncière, ça ce sont des opérations de marchand de biens. Et donc quand on rentre dans ce type d'opération, eh bien en général, et qu'on est en copropriété, eh bien, ou en lotissement, eh bien on va devoir se soumettre à toutes ces règles. Et là, eh bien, il y a plusieurs options. Lorsque vous visitez un bien qui est en copropriété et que vous voulez faire une opération qui est soumise à une autorisation, ou en tout cas une validation de la copro, il y a plusieurs solutions possibles. Solution numéro 1, très simple, vous passez votre chemin. C'est-à-dire que vous dites, ok, merci, mais non merci, j'ai vu, et trop compliqué, pas assez rentable, je m'en vais. Ça, c'est à vous de voir, à vous de décider en fait, en fonction de la quantité de contraintes que vous aurez à gérer et ce que ça génère comme rentabilité. Option numéro 2, mettre des conditions suspensives. C'est-à-dire que vous allez dire, en gros, vous allez mettre des conditions suspensives lorsque vous signez en tant qu'acheteur, et vous allez vous protéger. Vous allez dire, par exemple, si vous devez, je sais pas, vous avez une opération dans laquelle vous avez besoin de faire une ouverture dans un mur porteur, je sais pas, pour agrandir un appartement. Et donc, cette ouverture, elle est forcément soumise à une autorisation de l'Assemblée Générale. Et bien là, vous allez dire, ok, moi, je mets en condition suspensive le fait que l'Assemblée Générale se réunisse en Assemblée Générale extraordinaire, qu'elle valide justement ses travaux. Et ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, si votre vendeur est d'accord, il n'y a absolument aucun souci pour le faire. Il faut juste que votre vendeur soit d'accord. L'autre possibilité, c'est de prendre en compte toutes ces contraintes dans la négociation. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ok, donc là, je comprends, il va falloir se farcir une AGE, il va falloir faire ceci, il va falloir aller convaincre Jacqueline au 4e étage que le projet, machin, et que l'immeuble, il va pas s'écrouler si je fais une ouverture dans le mur porteur, tout ça, et ça, après, vous en tenez compte dans la négociation que vous allez faire avec vos vendeurs, c'est-à-dire vous dire, ok, il y a une composante prise de tête dans cette opération, et moi je veux être rémunéré pour la prise de tête que je vais devoir subir et le préjudice que je risque de subir, et donc j'en tiens compte dans ma négo en termes de prix et également en termes de délai. Enfin, le dernier conseil, enfin la dernière option qui vous reste, c'est de vous armer de patience, parce que en général, les projets qui nécessitent une validation de copro, une validation de lotissement, eh bien, sont des projets qui sont quand même assez longs. Alors ça dépend, hein, encore une fois, de ce que vous envisagez. Si vous faites du locatif, eh bien c'est pas grave, parce que vous pouvez régler les problèmes un petit peu en cours de route. Par contre, si vous êtes marchand et que vous voulez revendre les biens et que vous avez besoin de la trésor assez rapidement, ça peut être un problème. Donc, si vous choisissez d'y aller quand même, je vous recommande de vous armer de patience, puisque ce genre de procédures peuvent être un petit peu longues à régler. Et au final, ce sera à vous, l'entrepreneur, le marchand de biens, de faire votre choix en fonction des critères que vous serez fixés, c'est-à-dire quelle est la rentabilité que je recherche, combien de temps j'ai envie d'investir dans cette opération, combien d'énergie je dispose, à combien d'énergie je souhaite consacrer à cette opération, et en fonction de ces calculs-là, qui sont complètement personnels, et là, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, eh bien, vous pourrez faire votre choix de façon un petit peu raisonnée. Si vous avez l'intention de passer à la vitesse supérieure en immobilier et que vous voulez faire des opérations ou d'investissement locatif ou d'achat-revente qui soient un peu plus complexes que de la simple rénovation, eh bien, je vous invite très chaleureusement à apprendre à lire les textes de loi. Commencez à vous familiariser avec le jargon, commencez à vous familiariser avec les tournures de phrases, puisque c'est vraiment la clé. Cette strate de contraintes réglementaires dont je vous ai parlé en début de vidéo, si vous la maîtrisez, c'est là où vous allez créer des marges vraiment crapuleuses, parce que c'est là où vous allez avoir justement ce regard de professionnel. Parce que venir vous acheter un appartement en dessous du prix du marché, le revendre 15% plus cher, n'importe quel abruti peut le faire. Par contre, aller lire un règlement d'urbanisme, voir un potentiel constructible, voir une potentiel d'extension ou de subdivision, ce genre de choses, ça, tout le monde n'en est pas nécessairement capable, et c'est là que sera votre vraie valeur ajoutée. C'est notamment pour cette raison que dans nos formations, dans nos programmes de formation, que ce soit en ligne ou en présentiel, nous mettons beaucoup l'accent sur tout ce volet réglementaire, tout ce volet juridique, que ce soit dans l'urbanisme ou le droit privé. Si vous voulez devenir marchand de biens, si vous voulez vous lancer dans l'achat-revente ou faire des opérations plus complexes en immobilier, je vous invite tout simplement à suivre un de nos programmes de formation, certifié Calliope et donc éligible au CPF. Vous trouverez les liens juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire, racontez-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao.